Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus malgré la chaleur. Merci d'avoir résisté à la tentation d'être en terrasse pour venir parler de travail en plus. Alors comme à chaque fois, je vous rappelle l'idée et le dispositif de ce rendez-vous mensuel. Alors un thème, ce mois-ci, c'est donc le travail, comme je l'ai dit. C'est un sujet toujours d'actualité. Il y a des images, vous allez les découvrir. On verra des patrons, parfois en caleçon, la SNCF, un passionné de mécanique ou un hôpital au bord du burn-out. Et deux invités qui les ont proposés vont les décrypter, qui sont à mes côtés. Je vous les présente tout de suite. Donc Pascal Chabot, bonsoir, bienvenue. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles. Vous êtes l'auteur du récent livre « Exister, résister, ce qui dépend de nous » et de Global Burnout. Les deux sont parus au PUF. Et bonsoir à vous, Stéphane Moscovitz. Bonsoir. Alors, vous êtes réalisateur. On vous doit, vous m'arrêtez, plus d'une quinzaine de documentaires, je ne me trompe pas, des reportages aussi, des fictions, des publicités, des films institutionnels. Et votre dernier documentaire est sorti en 2017, Les SNCF au féminin. Il a remporté le prix du meilleur doc au Deauville Green Award. Et donc, le tout de votre filmographie est très marqué par la thématique du travail. On va le découvrir, jeunes entrepreneurs, patrons, la place des femmes, recherche d'emploi. Alors avant de passer à toutes ces images et votre sélection d'images, j'aimerais vous soumettre, moi d'abord, un extrait qui m'est tout de suite venu à l'idée, qui est peut-être l'image qui vient tout de suite à l'esprit quand on imagine le travail. Je vous laisse le découvrir, vous allez vite voir de quoi il s'agit. C'est l'extrait numéro 7. Voilà, évidemment, vous avez reconnu, c'est le seul extrait que j'ai choisi pour cette soirée. C'était Les temps modernes de Charlie Chaplin qui date de 1936. On y retrouve un peu tous les codes du travail et de la critique du travail, épuisement des corps, mécanisation, folie. Même quand il sort de l'espace du travail, finalement, il est omnubilé par ça. Est-ce que c'est un peu les grandes caractéristiques de la manière dont on peut représenter le travail, selon vous? Pascal Chabot. C'est très beau, c'est fascinant de revoir ces extraits-là. Effectivement, dans la frénésie qui s'empare de cet excellent et très singulier travailleur qu'est Charlie Chaplin, parce qu'il fait quand même un métier sur lequel il faudrait s'interroger pour voir s'il s'agit vraiment de travail. On retrouve des codes qui sont les codes de l'époque, qui sont les codes du Fordisme, qui sont les codes du Taylorisme aussi. Ce qu'il faut remarquer pour peut-être passer de cet imaginaire du travail à un imaginaire contemporain, c'est combien ce qui se fait face est le corps humain et le corps de la machine. Le corps de la machine est ici représenté. On est dans un face-à-face entre le musculaire, qui peut être un musculaire dansant même, et puis la mécanique. Il s'agit d'engrenages
le rapport de subordination du corps humain au corps de la machine est bien mis, est bien montré. C'est la machine qui donne le rythme, c'est la machine qui exige, c'est la machine qui ne s'interrompt pas, c'est à la machine qu'il faut s'adapter. Donc on est vraiment dans un rapport de sujétion entre le corps humain et le corps machinique. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit plus d'un face-à-face entre le corps humain et le corps de la machine, en tout cas beaucoup moins souvent. Il y a une virtualisation. Dans le travail contemporain, il y a une virtualisation. Et s'il fallait rejouer la chaîne de Charlie Chaplin aujourd'hui, il faudrait peut-être, mais cela demanderait un talent cinématographique à inventer, montrer quelqu'un qui est pris par une sorte de cadence d'email et qui essaye psychiquement de suivre sans que son corps bouge. Parce que souvent, bien des travailleurs de nos jours sont beaucoup moins mobiles, en tout cas. Sont sédentaires devant leur écran. Sont sédentaires devant leur écran. Oui, oui, oui. Stéphane Moscovitz, que vous inspirent ces premières images sur le travail? Je suis surprise parce que je ne savais pas qu'on allait montrer cet extrait. Mais c'est une surprise. C'est une surprise. Ma première réaction, c'est l'aliénation. C'est-à-dire que quelque part, j'ai l'impression que les gens sont en fait... enfin, les corps sont habités par le travail comme aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on retrouve aussi des gens pour qui le travail est tout. Et quelque part, là, il y a un point commun, même si aujourd'hui, il y a un peu plus l'impression de dominer la machine. On se rend compte que pour beaucoup de gens, et surtout beaucoup d'hommes, le travail, c'est tout. Alors, on va poursuivre avec vos extraits. Donc, un extrait où justement on voit que le travail, c'est tout, surtout quand il n'est plus là, c'est l'extrait numéro 1. J'en ai ras-le-bol, chère madame, d'entendre ce genre de réponse. C'est tout. Et c'est vrai. Mais vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Non, c'est ça. Ok, j'entends pas ce qu'on me dit. Ce qu'on me dit tout le temps, c'est que mon CV, il est trop bon. Il n'est pas comme ça. Il va pas. Ça va pas. J'ai pas pas dit ça nous. Nous, simplement, et certainement, vous ne devez pas correspondre à ce qu'on recherche, voilà, nous, parce qu'on a une agence spécialisée sur les métiers de la vente, avec des critères précis. Ce sont des travaux bien cadrés, fussent-ils petits. Et jamais on vous dira vous êtes bonne pour ça ou pas bonne pour ça, parce que ça n'a rien à voir. On a des critères et on s'y tient. Un point. Non, mais parce que moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre tout le temps la même chose. Je peux pas savoir. J'en ai jusque-là. Quand je vais aux Galeries Lafayette, comme elle me dit, je me demande mon CV, elle me dit oh ben non. Elle me dit vous vous rendez compte, avec un beau CV comme le vôtre, vous pourrez jamais être vendeuse parce qu'on a déjà 5000 CV. Et je lui dis mais attendez. J'ai dit, mais qu'est-ce que... ce que j'ai fait, c'est 10 000 fois plus difficile que d'être vendeuse. Non, mais attends, franchement, elle se fout de ma gueule. Bah, c'est vrai que j'ai été agressée parce que je savais... Ce qu'elle m'a dit, dans ma tête, je savais qu'elle allait me dire ça. Quand j'ai entendu exactement les mots, bon, je suis désolée, c'est vrai que c'est pas bien, mais ça me gonfle. J'en ai marre d'entendre toujours la même chose, tu vois. Comme c'est que je suis pas capable d'être vendeuse parce que... non, mais elle se fout de ma gueule, franchement. J'ai fait des choses 10 000 fois plus difficiles que d'être vendeuse. Et je suis pas capable d'être vendeuse. Elle se fout de ma gueule. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de La Quadrature du Cercle qui date de 1997. Vous avez réalisé ce documentaire, Stéphane Moscovitz. C'est une des manières dont on représente le travail, dont on s'imagine le travail. C'est d'abord quand il manque. C'est le cas du chômage. Comment en êtes-vous venu à tourner cette situation-là de recherche du travail où effectivement le travail est tout, surtout quand il n'est plus là? C'est mon premier 52 minutes que j'ai réalisé effectivement il y a 20 ans avec beaucoup de plaisir. La Quadrature du Cercle parce que c'était en fait un film sur le cercle de recherche d'emploi organisé par la NPE. Donc des ateliers organisés par... l'Agence nationale pour l'emploi qui offrait des outils aux chercheurs d'emploi. Déjà à l'époque, on insistait bien sur le fait que ce n'étaient pas des chômeurs, des chercheurs d'emploi et de différents âges qui se réunissaient en atelier pour essayer d'échanger les bonnes pratiques pour trouver du boulot. Et je les ai suivis pendant plusieurs mois, dont cette dame. Et voilà, c'est un film qu'on a proposé à France 5, qui a été télévisé sur France 5 il y a une vingtaine d'années. Concernant cet extrait, que dire 20 ans plus tard, je le revois avec plaisir. C'est vrai que c'est un moment où je filmais avec beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. Je crois que je me souviens, je crois que je suis rentré dans cette boutique-là en tapant à la porte, en demandant l'autorisation de filmer, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui, puisqu'il faut demander les autorisations de tournage longtemps à l'avance. Et puis, j'ai eu cette chance de pouvoir capter cette scène
où je pense que la dame se sert un petit peu de moi. On sent qu'elle est taboue, mais on sent aussi qu'elle se sert un peu de la caméra pour en rajouter un petit peu. Mais il n'y a pas de personne qui a raison ou qui a tort. On sent qu'elle arrive excédée, donc c'est pas quand on est excédé qu'on arrive à avoir gain de cause, aussi bien auprès d'un opérateur téléphonique quand on n'a plus Internet que là quand on cherche un boulot. Donc c'est pas en arrivant excédé qu'elle augmente ses chances d'y parvenir. Et puis voilà, donc elle s'en rend bien compte. Et puis je pense qu'elle changera de technique dans les séquences suivantes. Je pense qu'elle s'est bien adoucie ensuite et j'ai pu filmer d'autres moments où elle était plus calme et donc plus efficace. Mais qu'est-ce qui vous a mené à être intéressé par cette problématique de la recherche du travail et d'ailleurs même par le questionnement du travail qui revient beaucoup en fait dans vos réalisations. Qu'est-ce que vous voulez montrer ou qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail? Pourquoi filmer le travail? Parce que ça fait partie de la vie, on passe notre temps, enfin une bonne partie de notre vie au travail. Donc quel sens on y donne? Ça m'intéresse pour les hommes, pour les femmes. C'est pas des programmes faciles à vendre en télévision parce que beaucoup de diffuseurs pensent que quand on rentre chez soi et qu'on regarde la télé, c'est pour se distraire. Donc c'est des programmes pas faciles à filmer pour qu'ils soient attractifs, pour qu'ils soient forts en émotion et en sens. Voilà. Après, j'avoue que c'est un petit peu les opportunités. Je crois que je venais faire un film de commande pour l'Agence nationale pour l'emploi et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de proposer ce film à la télé. Mais déjà, c'était une époque où il y avait, je crois en 97, il y avait un pic de chômage assez important de mémoire et donc c'était un sujet important et j'étais assez surpris de voir des gens, qui étaient tombés au chômage, quoi. C'est-à-dire qui n'étaient pas supposés, qui étaient vraiment interrompus dans leur trajectoire, et ça m'a touché. Et vous vouliez montrer la recherche de travail, le fait justement que des gens soient tombés dans le chômage, plutôt la rupture d'une existence parce qu'il n'y a plus de travail, ou plutôt cette manière dont se noue une quête de sens, ou la manière aussi dont les gens veulent proposer du travail ou d'aider des gens d'être réinsérés, comme on peut employer beaucoup ce terme d'ailleurs. En fait, plutôt, ce qui m'a intéressé, moi qui suis intermittent du spectacle et qui suis en permanence en recherche d'emploi, donc toujours sur le qui-vive, ça m'a touché de voir que des gens qui étaient sur orbite depuis plusieurs années, qui n'avaient pas cette habitude-là de se remettre en question et d'être leur propre entrepreneur, tout d'un coup devaient se vendre comme j'essaie de me vendre, comme j'essaie de vendre des films. Et ça, pour des gens qui ne sont pas habitués, c'est vraiment troublant, difficile. Et donc ça m'a touché d'essayer de voir comment petit à petit ces gens, on leur disait prenez-vous en main, allez vous vendre, essayez de trouver en vous ce qu'il y a de positif à montrer. Et donc ça, pour des gens qui sont à l'époque, on parlait beaucoup on commençait déjà à avoir cette rupture sociétale de ce travail en CDI qu'on a pendant des années qui n'existe plus aujourd'hui. Et je sais qu'il y a 20 ans, on commençait à entendre ça. Donc je pense que ce film est arrivé à ce moment-là. Pascal Chabot, que vous inspire ce moment où, en fait, moi je le trouve assez troublant, cet extrait, il met quand même dans un état où on est très gêné, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros plan en plus sur cette femme qui est vraiment excédée, on la comprend, on aimerait l'aider, et on est vraiment impuissant, ça met dans un état d'impuissance. Oui, ça met dans un état d'impuissance, c'est un extrait qui est très fort parce que il montre finalement une disproportion, me semble-t-il, entre ce que cette dame est et ce qu'elle met en avant. C'est tout ce qu'elle est, tout son passé, toute son expérience et une sorte de promesse. C'est son être finalement qu'elle expose en disant « je suis capable, je peux ». Et face à cela, quelque chose comme une petite case qu'elle pourrait occuper, une petite fonction, et on lui dit finalement c'est pas votre être qui intéresse, c'est pas tout ce que vous êtes, arrêtez de nous parler de ce que vous êtes. C'est des critères très précis. Il y a des critères extrêmement précis. Et c'est ça qui est troublant dans le travail aujourd'hui, c'est qu'à la fois le travail est absolument central, vous l'avez dit tout à l'heure très bien, il définit les existences et souvent c'est lui qui pourvoit la dignité, c'est lui qui pourvoit même le sens d'une existence. Avoir un rôle, avoir une place, c'est avoir l'impression de servir à quelque chose. Donc on fait du travail, on vit dans une société où les individus se définissent par leur travail, mais en revanche, quand elle essaye de dire qui elle est
et qu'elle pourrait avoir un travail. Et c'est vrai qu'elle s'y prend extrêmement mal. On est d'accord. Elle montre en tout cas que... En même temps, elle montre qu'elle a envie. Elle montre qu'elle a envie, alors que... Mais il y a beaucoup de façons de montrer qu'on a envie. En tout cas, elle montre que son envie est une envie émue, affectée, et que à partir du moment où on a un désaccord avec elle, ça peut monter assez vite. C'est en ça qu'elle est touchante, mais c'est en ça qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de points de vue. Il y a le point de vue des deux personnes qui sont briefées pour dire nous ne voulons pas des personnes trop émotives. Et c'est cette grande discordance, cette grande disproportion qui est un petit peu le non-dit du travail. À la fois, il est central et on dit vous devez travailler avec tout votre être, et à la fois, on signifie exactement le contraire. Gardez vos émotions pour vous, gardez vos affects pour vous, coïncidez à ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose de l'ordre du double bind, il y a quelque chose de l'ordre de la quadrature du cercle. Je trouve le titre extrêmement bien trouvé pour ça. Vous venez d'employer le terme de point de vue, Pascal Chabot, et effectivement, il y a d'un côté le point de vue de ce qui était à l'époque la NPE, ce qui est maintenant Pôle emploi, et le point de vue de cette femme qui recherche un travail. Quel est le bon point de vue à adopter dans ce cas-là, dans le cas d'une relation en fait conflictuelle sur le travail et sur la place qu'on donne au travail et dans lequel on veut incarner, grâce auquel on veut incarner et être quelqu'un? Vous, Stéphane Moscovitz, quel point de vue vous pouvez adopter dans ce face-à-face? Là, le film, bon, c'est un extrait de 2 minutes sur un film de 52. Le film, il était du point de vue des chercheurs d'emploi qui cherchent un travail. Donc, ensuite, il y a un retour à l'atelier, il y a un débriefing, et puis... donc l'idée, c'est de voir comment ces personnes, au fur et à mesure qu'elles fréquentent cet atelier, vont progresser dans leur façon de faire. Donc c'est ça le sujet. C'est pas un plaidoyer, c'est pas un dossier sur la difficulté de trouver un emploi. C'est vraiment comment ces personnes-là, aidées par des outils, peuvent arriver ou pas à mieux chercher un travail. On va regarder un autre extrait, c'est l'extrait 6, soit une autre manière de représenter le travail aujourd'hui. Passe à travailler sur 3 salles. Mais pourquoi sur 3 salles à 4h30, dis-moi? Moi, mon métier, c'est pas de dire non à des problèmes, à une mauvaise organisation. Mon métier, c'est de faire mon métier de médecin anesthésiste, c'est tout. Hier, j'étais dans tous mes états. Enfin, je peux dire qu'hier, c'est affreux. C'est gravissime. Quelquefois ça pète, quelquefois ça pète pas. Variable. Il y a eu une succession de tensions, on va dire, et ça nous a conduit à programmer une intervention au sens un audit. C'est vachement intéressant quand même. Donc oui, j'attends l'audit avec impatience, non pas parce que je crois, en voilà, la capacité extraordinaire de l'audit de tout changer, mais parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sauf attendre l'audit. Donc du coup, je l'attends. Je suis sûr que ça changera rien. On verra. Donc ça n'est pas un extrait, c'est une bande-annonce que vous avez choisie, Pascal Chabot. Bande-annonce d'un documentaire de Jérôme Lemaire de 2016 auquel vous avez contribué, puisque c'est un documentaire qui se passe, qui suit un service chirurgical à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et c'est un documentaire qui s'est inspiré en partie de votre livre Burnout. Oui, tout à fait. C'était un désir de la part de Jérôme Lemaire et de moi-même de pouvoir filmer ce que l'on appelle Burnout et qui est une constellation. Et la question était de savoir où filmer. Et que filmer également. Alors pendant environ 1 an, nous avons
discuté pour savoir où filmer. Nous avons sonné à toute une série de portes où souvent nous avons été reçus assez gentiment jusqu'à ce que l'on propose de venir s'intéresser d'un peu plus près à ce qui se passait au niveau du travail dans ces organisations. Et puis là, ça a toujours été, écoutez, vous pouvez passer votre chemin. Ici, il n'y a pas de problème, ou en tout cas, ici, nous n'avons pas envie que les problèmes soient montrés. Et après environ 2 ans, j'ai été invité à l'hôpital Saint-Louis par Marie-Christine Beck, qui est une médecin anesthésiste et que l'on voit ici, pour donner une conférence sur la question du burn-out, qui était une conférence assez impressionnante pour moi. Il y avait une centaine de personnes, blouse blanche, blouse verte, qui entraient, qui sortaient, il était 14 heures, qui entraient et sortaient de la salle pour suivre les opérations. Et la décision alors a été prise d'essayer de montrer ce qu'est la réalité du travail dans ces hôpitaux. On a été très attachés à ces lieux-là, et on a été très attachés d'abord à la grandeur du travail, au dévouement, et puis au-delà du dévouement, à l'extrême amour du geste médical que tous les personnels ont, qu'il s'agisse des infirmières, des médecins, des personnels qui préparent les salles. Et puis, à côté de cela, tout le monde le disait, il y a quelque chose qui fait en sorte que malgré notre désir de bien travailler, nous ne pouvons pas y arriver. Il y a un désir de qualité, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du système, disait-il, qui fait en sorte que on n'y arrive pas, et que c'est trop dur, et que cela craque. Et donc, plutôt que de faire un film simplement sur la question du burn-out en montrant des gens épuisés, qui sont incapables d'aller plus loin, il nous apparaît plus intéressant de faire un film sur un système dont on cherche à diagnostiquer les causes de malfonctionnement, avec toute une série de points de vue, justement, toute une série d'hypothèses qui sont annoncées par les participants. Ça casse parce que la figure du chirurgien, Dieu le Père, est une figure ancienne et qu'elle ne coïncide plus avec l'organisation du travail contemporaine. Ça casse parce qu'il y a une financiarisation, un rapport extrêmement économique dans ces hôpitaux, alors que c'est le public. Ça casse parce qu'il n'y a pas assez de moyens, ça casse ça. Et toute l'ambiguïté du travail, on a voulu la montrer par ce film, qui est à la fois un film à thèse, avec une thèse philosophique derrière qui est très assumée. Le burn-out n'est pas le reflet d'un problème psychologique de certains individus particulièrement fragiles, mais est un effet systémique. Vous parlez d'une maladie de civilisation, oui, dans votre essai. Tout à fait. Il s'agissait tout de même d'avoir un point de vue philosophique où il s'agirait d'une maladie de civilisation, au sens où nous sommes dans une civilisation qui vit de maxima, qui vit de toujours plus loin, toujours davantage, toujours plus vite. Là, il faut opérer toujours plus rapidement. Avec 3 salles en même temps à la même heure. Avec 3 salles en même temps à la même heure, même avec 12 salles en même temps, oui, et des anesthésistes qui passent de l'un à l'autre, qui sont vraiment des héros, mais et qui ont tout cela avec le corps humain. Et on a voulu montrer aussi l'intestin à l'air, fabuleux chirurgien qui parle, qui dissert sur la philosophie de la civilisation en ayant des maîtres d'intestin qu'il déroule. Il y a quelque chose qui est grandiose dans ces propos-là et dans ces images-là. Mais cela montre aussi le fait qu'il s'agit de l'humain, il s'agit du plus précieux, le corps, et puis toutes les contraintes alentour. Vous avez évoqué l'idée d'un film à thèse parce que tout part de votre livre. De votre côté, Stéphane Moscovitz, avec l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de La Quadrature du Cercle, on voit bien que c'est plutôt l'occasion, le fait que vous étiez intéressé par le travail, mais aussi que vous aviez vu ces groupes de recherche d'un emploi qui vous a porté à filmer le sujet. Ça n'est pas une idée, c'est plus ce qui se passait à ce moment-là très concrètement.
d'où vient, c'est toute l'ambiguïté, il me semble, d'un thème comme le travail. C'est-à-dire que c'est à la fois une idée, c'est un sujet d'actualité, il y a des thèses, on peut en parler, et en même temps, il y a aussi tout un ensemble de manières de le montrer, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, mais aussi un ensemble d'émotions qui sont charriées. Est-ce que vous pourriez partir d'une idée, Stéphane Moscovitz, ou au contraire, votre idée n'est pas de faire un exposé sur le travail, vous voulez plutôt montrer ce qui se joue très concrètement, de manière sentimentale ou du côté des émotions? Avant de faire un film, je ne pars pas sans une idée. Comme dirait Bertolucci, malheur à celui qui prend une caméra et qui ne sait pas ce qu'il veut filmer. Mais Reichenbach dit également je filme et je réfléchis après. Donc en fait, quand on fait du cinéma du réel, enfin moi en tout cas, je me sens entre ces deux maximes, parce qu'on ne peut pas partir comme ça à la fleur au fusil en disant on verra bien, je filme le réel, on verra bien, sinon on ne fait rien. Donc on part comme un cuisinier qui va au marché avec un certain nombre d'idées en tête, mais ensuite on est dépendant des fruits qu'on va trouver au marché. Et en fait, mes films se composent ainsi, c'est-à-dire que j'ai l'idée d'un continent et en fonction ensuite des vents, la matière réelle que je peux filmer, que je suis capable de filmer, que j'ai eu le talent ou pas de filmer, qu'on m'a laissé filmer. Ensuite, je façonne l'angle de mon film qui s'affine au fur et à mesure du tournage, voire même du montage. Donc c'est en ça que, bon, c'est facile de dire une fois que le film est fini, j'ai voulu, mais en fait on n'a rien voulu. En fait on a fait ce qu'on a pu, comme dans la vie d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez même un engagement même idéologique, j'emploie ce terme parce qu'il est très important par rapport au travail. Aujourd'hui on a forcément une idée même politique du travail, on peut même être indigné que des gens recherchent du travail depuis des années, que le travail soit un problème de burn-out et d'épuisement parce qu'on travaille trop, soit parce qu'il manque. Comment votre part d'émotion à vous, elle rentre en compte sur ce sujet du travail? Alors, j'avoue que quand je regarde tous mes films, j'ai jamais fait des films dossiers ou des films à thèse. Je raconte des histoires de personnes et j'essaie toujours de faire en sorte que le film soit constructif et qu'il soit bienveillant. Donc je pars avec une idée de dire, voilà, cette personne a une problématique à régler, elle accepte que je la filme et ensuite on voit comment elle arrive ou pas à la régler, avec si possible une fin heureuse ou en tout cas une évolution. Donc je m'attaque, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais je filme des grains de sable. Je n'ai que cette prétention-là, de filmer des grains de sable en 52 minutes, raconter d'une toute petite part de la population, en espérant que mon regard soit le plus universel possible. Mais je n'ai pas envie dans mes films, j'ai pas d'idée plus politique que ça. Enfin, c'est pas mon cinéma. D'autres le font très bien, mais moi je préfère raconter des histoires comme si j'étais un cinéaste de fiction. On va voir un autre extrait, un extrait d'un de vos documentaires, Stéphane Moscovitz, c'est l'extrait numéro 2, et vous verrez pourquoi je vous ai aussi posé cette question un petit peu politique de la manière dont vous filmez vos documentaires. C'est l'extrait numéro 2. Moi, je veux bien être un XL, hein. Je crois pas quand même que je suis un XL. Je suis XL, maintenant. Vous faites elle dans les pyjamas, etc. Mais s'il a les caleçons... Non, pas, je sais pas, mais ça va pas, là. Ça va pas, c'est pas bon, ce truc-là. D'abord, je trouve un peu petit, il est pas enveloppant. Ouais. Derrière. Non, il y a un problème. Tu vois, ça, tu peux nous aider pour ça. Tu regardes ça? C'est très important. En fait, c'est comment j'ai eu l'idée du cochon, hein. Parce que j'ai vu les animaux qui se vendent dans les gadgeteries. C'est toujours des cochons, des vaches, des grenouilles. Et si tu fais un chamois? Non, c'est des cornes cocus. Oh, Jean-Louis, vous avez des idées fixes. J'ai pas d'idées fixes, j'ai 20 ans d'expérience d'imprimé, c'est tout. Un beau chamois. Corne égale cocu, c'est tout, les mecs. En plus, en bicolore, c'est joli. Les hiboux, alors, vous pouvez faire un hibou? J'aime pas parce que le hibou, c'est un animal angoissant. Mais tu disais la même chose. Pervers, sale. Moi, j'ai pensé à l'escargot. L'escargot de quoi? De Pollux avec son chapeau? Non, l'escargot en plus avec tu peux lui même faire les mêmes ventouses là sur les antennes. Dans la forêt, on voit quoi? On voit des canards, des grenouilles, des escargots, des feuilles. On n'est jamais prêt à temps, directement. Avec Jean-Louis, on n'est jamais prêt à temps, c'est pas possible. Comme il a toujours peur de manquer de quelque chose, on peut jamais, c'est jamais boucler une collection avec lui. Le problème du poussin, c'est que tu vas être coincé, il va être tout le temps jaune. Et c'est pas très joli, jaune. Stéphane Moscovitz, c'est un extrait de votre documentaire Dans la peau d'un patron qui date de 2004.
J'adore ce patron, il est assez drôle malgré lui, en même temps il vit les choses à fond. Comment vous avez trouvé ce patron qui en fait a tout d'un personnage de film, de fiction? C'était une amie de la productrice. Ça a facilité les choses. On a mis beaucoup de temps pour trouver 2 patrons. C'est un film qui s'appelle Dans la peau d'un patron, sur le parcours de 2 patrons que j'ai suivi pendant plusieurs mois et qui raconte ça. Qu'est-ce que c'est? Le film précédent, c'est Dans la peau d'un chercheur d'emploi. Là, c'est Dans la peau d'un patron. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film et beaucoup de plaisir à revoir cet extrait qui est pour moi très, très complet, en fait, qui représente très, très bien ce que j'aime au cinéma et dans les documentaires que je fais. À savoir. En fait, il y a plein de choses qui me plaisent. La caméra est complètement oubliée. Bon, ça, c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes films. Les gens sont sympathiques. Il y a de l'humour. Il y a un personnage fort en couleur qui semble avoir une névrose, comme s'il sortait tout droit d'un film de Woody Allen. Et en même temps, il est charismatique, il est intelligent, il pense, il est taquiné par ses employés, mais en même temps, on sent qu'il est respecté. Et c'est un... Voilà, il y a... Le spectateur, peut-être pendant un temps, se dit « Oh là là, c'est vrai, il en rajoute, qu'est-ce qu'il fait ?» Comme beaucoup de patrons, c'est des situations de la vie qu'on connaît tous, de gens qui veulent la perfection et qui fatiguent. Mais on sent que finalement, ils sentent bien qu'il a aussi raison. Et j'aime bien que le spectateur aussi se pose ces questions-là et puis se dise finalement, peut-être qu'il a raison. Donc c'était un extrait très complet pour moi parce qu'il y a la fable, il y a l'humour, il y a la tendresse, il y a la musique, et puis voilà, il y a un enseignement. Et il y a un enseignement, c'est qu'un patron, c'est un créatif avant tout. Tant pis s'il est un peu bordélique. Et c'est le cas dans son personnage pendant le film. On voit bien qu'à la différence de Stéphane Trépoz à l'époque, le patron d'AOL, qui est très carré, Jean-Louis Pariente est beaucoup plus fantasque. Et pourtant, il réussit. Et enfin, malgré tout, il réussit. Et voilà, donc il a son style et ça marche. J'aime beaucoup cet extrait. En regardant cet extrait, on se retrouve dans la même position en fait que ses collaborateurs et ses collaboratrices notamment qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'on est comme elle, on est à la fois, on se dit mais en fait il n'est pas possible, il dit n'importe quoi, il parle de boules de billard, il est même un peu beauf, parfois on a l'impression que ça lui sort de l'esprit comme ça, et en même temps on est nous-mêmes dominés par lui. Il y a quand même une sorte de pouvoir de séduction qui se joue avec ce personnage. Il accroche l'écran, c'est-à-dire qu'il dirige l'image même. C'est comme dans l'extrait précédent, chacun a ses raisons, il n'y en a pas un qui a tort et les autres qui ont raison. Là, on imagine que ces filles-là, qui sont donc les créatives, les petites mains, entre guillemets, ou les graphistes, ou les filles qui mettent en œuvre donc ces créations, doivent ensuite assurer derrière le travail. Mais c'est aussi, le rôle aussi d'un patron, c'est de pousser les personnes à l'excellence, quoi. Mais vous aussi, vous avez été charmé, en fait. En fait, on a l'impression qu'il y a un rapport de domination entre le patron et les collaboratrices qui ressort à l'écran, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que lui aussi domine l'image, nous mène par le bout du nez. C'est-à-dire qu'au début, on le voit en slip quand même, on se dit, bon, enfin en caleçon, on se dit, bon, en fait, il est un peu ridicule, il n'a pas beaucoup d'intérêt, et puis finalement, il prend toute la place, et on se dit, ah, mais il n'a peut-être pas tort, il y a quelque chose de magnétique. Moi, ça ne me dérange pas que, en fait, dans la construction de mes films, je procède comme dans la vie. Moi, personnellement, j'essaie d'avoir, j'en ai sûrement, mais j'essaie d'avoir le moins d'a priori possible sur tout ce que je vois, parce que je sais qu'il faut prendre le temps pour connaître les gens, et voilà. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas comme ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui jugent vite. Donc j'aime bien que même dans mes films, dans un premier temps, le spectateur il dit « mais c'est quoi, mais pourquoi, mais il est bidon ». Et puis finalement, peut-être qu'ils sont allés chercher quelque chose dans le frigo, quand ils reviennent, ils se rendent compte que il est quand même intéressant ce gars, je vais l'écouter de plus près. Donc j'aime bien un peu jouer de ça, quoi, dans mes montages. Et pas forcément montrer un patron qui serait un patron dominant ou ferme. Ou, moi, je filme que des personnages que j'aime. Alors c'est pas de l'amour, mais c'est quand même des gens que j'apprécie, que j'ai envie de revoir, avec qui j'ai envie de boire un verre. Donc c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'avec ses amis, on n'a pas des choses à dire. Donc mes personnages, je les traite comme mes amis. Donc, oui, j'ai choisi des gens que j'avais envie, parce que j'avais envie aussi qu'il y a toujours des a priori qu'on a sur les gens. Donc, sur les patrons. Mais notamment sur un patron, voilà. Il y a très peu de films faits sur les patrons. On peut penser que dans l'inconscient collectif, il y a un a priori qu'on a sur les patrons. Et moi, je suis sûr que les patrons sont des hommes comme les autres, ou des femmes comme les autres. Voilà, tout le monde le sait, mais il y en a des gens qui l'oublient. Et moi, je suis sûr qu'ils font ce qu'ils peuvent, comme nous tous, quoi. Enfin, après, il y a des gens malveillants, mais
c'est pas pour moi la majorité. Est-ce que vous aussi, Pascal Chabot, vous trouvez que ça tranche avec les représentations habituelles d'un patron? C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, il gère tout comme ça, un peu à la va-vite, et puis en même temps, il a vraiment un charme, il opère et il prend des décisions et il explique très bien ce qu'il fait. Juste une petite parenthèse quand même, parce qu'en fait, on se permet de faire un commentaire sur des extraits. Oui. C'est très intéressant parce qu'en fait, dans notre fonctionnement là, on donne une réponse quelque part un peu biaisée, puisque déjà qu'un film n'est qu'une partie de ce que sont les gens, vu par un réalisateur qui les a vus d'une certaine façon. Donc vous vous rendez compte, ces gens, s'ils étaient là, ils seraient là, et puis on parlerait d'eux comme ça. Ce n'est pas un jugement sur lui, c'est un jugement sur la manière dont est représenté un patron. Non, voilà, il faut juste bien se dire qu'on est en train de juger un extrait d'un film, d'un réalisateur sur cette personne-là. Voilà, juste le rappeler, quoi. Oui, mais il faut prendre un ensemble plus global. Oui, oui, et on est quand même souvent là dans la vie à juger sur des extraits. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça l'existence, c'est l'impossibilité du savoir absolu, mais et même souvent l'impossibilité d'un savoir assez global. Mais moi, je trouve l'extrait tout à fait savoureux. C'est même en 2 minutes, 3 minutes, on est directement dans la situation. Donc cinématographiquement, c'est très fort. Je me permettrai, pour répondre à votre question, de commencer par une appréciation subjective. Ce doit être insupportable de travailler avec cette personne. Ce doit être. En tout cas, personnellement, je ne serais pas capable de travailler plus de 20 minutes. Et pourquoi il y a ce côté insupportable? Parce que, me semble-t-il, dans le travail, il y a une sorte de pacte selon lequel les égos, en ce qu'ils peuvent avoir de trop envahissant, sont laissés en dehors. On ne travaille pas avec des amis. On travaille avec des gens que l'on n'a pas choisis. Et donc, les métaphores familiales du travail, c'est une grande famille, sont des métaphores tout à fait fausses, finalement. Ce sont des métaphores tout à fait fausses parce qu'on a l'obligation de s'entendre avec des gens avec qui, normalement, ou peut-être, on ne se serait pas entendu. Et c'est parce qu'il y a ce pacte-là, les égos dehors, finalement, que le travail fonctionne. Ça veut dire qu'il est d'abord fonctionnel. Évidemment, ce serait pas drôle. Évidemment, on ne cesse de donner des coups de canif dans ce pacte-là. Et un premier coup de canif qu'on donne, c'est le coup de canif. Oui, bien sûr, on a la tête qu'on a le matin, etc. On peut pas toujours se travestir. On peut pas toujours donner une sorte de moi social qui prend la place et qui travaille. Non, on y vient. Mais le second coup de canif que lui alors est en position de donner, c'est celui du créatif, peut-être plus encore que c'est plus le patron créatif que le patron organisateur. Et finalement, il montre, et c'est en ça que c'est une représentation presque ancienne du charisme, du créatif, de l'irrationnel, du désorganisé, mais de l'essentiel. Et c'est une personnalité extrêmement forte. C'est un type de patron. Alors, est-ce que c'est un patron à l'ancienne? Ou est-ce que c'est un patron qui aurait été... je pense que c'est une figure de patron à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un patron patriarche. C'est un patron sur qui tout repose. C'est un patron dont l'émotion, dont l'intuition sont essentielles. Et tout doit tourner autour de lui. Oui, c'est pas rien. Et c'est un génie, sans doute, ou peut-être, en tout cas, pour les caleçons, ça a l'air d'être tout à fait efficace. Mais quelle imposition de sa personnalité, quelle imposition terrible. Donc, quel sacrifice de la part de celui ou de celle, en l'occurrence de celle, parce que c'est très genré aussi, qui ont à subir 8 heures ou 10 heures par jour ce caractère-là. Mais bon, là, je spécule complètement, et comme vous le dites, c'est pas pour rien que vous avez fait 52 minutes et pas 2 minutes, mais comme on me montre ceci, c'est ceci que ça m'inspire. Oui, alors moi, juste pour revenir sur l'idée Alors moi, c'est pas tant de juger une personne ni un extrait de votre film. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir pourquoi vous en êtes venu à filmer un patron, ce patron, pourquoi vous voulez à tout prix que
votre caméra soit oubliée alors que finalement on voit bien que c'est un patron charismatique et que la caméra a un sens pour un patron charismatique, que finalement, est-ce que vous vouliez rendre compte d'une situation de manière assez neutre ou est-ce que vous vouliez rendre compte aussi d'un rapport de domination qui peut avoir lieu dans le travail? Moi, c'est plus vous, où vous avez voulu vous placer, d'où, de quel point de vue, pour nous dire quoi sur le travail? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, on ne sait pas... Enfin, quand on n'imagine pas ce que font les patrons de leur vie, enfin en tout cas quelques patrons de leur vie. Moi j'ai voulu pendant plusieurs mois raconter, enfin suivre dans le quotidien de patrons pour en savoir un petit peu plus sur ce que ces patrons-là, et pas les patrons du monde entier, font, vivent. Bon, il se trouve que le film a bien plu quand il est sorti et que pas mal de patrons s'y reconnaissent, d'autres s'y reconnaissent pas, mais quand même pas mal s'y reconnaissent. Donc ça me va comme ça, c'est juste porter un éclairage, ouvrir une fenêtre sur un monde qu'on connaît peu. C'était juste ça, mon envie. Alors après, il fallait que j'ai des scènes quand même qui soient cinématographiques, qui soient truculentes. Là, il y a un effet loupe du montage qui fait que, évidemment, la séquence dure 2 minutes, alors que la réunion a duré l'après-midi. Donc on a l'impression qu'il est là, qu'il est bombarde. Qu'il occupe tout l'espace. Alors que c'est pas le cas, même si sa personnalité est ainsi. Mais sa personnalité, moi je ne me permettrais pas. Moi, je vous rappelle qu'il y avait quand même un bien-être dans cette entreprise et que, comme pour tout le monde, il a des défauts et des qualités. Et qu'il y a sûrement des compensations, et qui fait que peut-être que ces gens-là sont très heureux avec un patron cash, parce qu'il est cash, il est direct, il est authentique, il crée. Moi j'ai l'impression d'être dans une séance de scénario. Enfin, si j'écrivais un scénario de fiction avec un copain ou des gens, je serais peut-être aussi fou que ça, parce qu'il faut se lâcher au moment pour créer. C'est tellement dur de créer. Il faut se lâcher, donc il parle, il est là, il met ses mains, il est vraiment lui-même, j'adore. Enfin, les gens qui sont eux-mêmes, moi j'adore. Donc moi ça me plaît de montrer ça. On va voir un autre extrait d'un de vos documentaires, là aussi ambigu parce qu'on va aussi y voir des rapports de hiérarchie et en même temps des rires qui viennent ponctuer cette scène. C'est l'extrait numéro 4. Francine, vous pouvez m'appeler Klaus Tucken, s'il vous plaît? 2 minutes, Patrick. Je suis avec le bureau Lefebvre, j'arrive. Francine? Qu'est-ce qu'il dit? Va voir ce qu'il faut. Bon, Francine. Vite. Oui, mais attendez. Il faut quand même... Anne. Jean-Pierre, tu peux lâcher Anne 2 minutes, s'il te plaît, parce que je ne vais pas l'avoir pendant 3 semaines, donc j'ai besoin de régler quelques petits problèmes. Francine? Ils n'ont pas de passion, ils ont oublié en fait. Tu sais, comme on est tout le temps là, en fait, on est tout le temps là, disponible à répondre à leurs besoins ou à anticiper ou n'importe quoi. Ils ont oublié ce que c'est, que d'attendre, enfin tu vois, de vivre normalement quoi. Ils veulent que ce soit, voilà, comme si ça coulait de source. Comme si, hop, forcément, automatiquement, les fournitures se renouvelaient, les téléphones se faisaient, les tâches disparaissaient de la moquette, le café était servi, enfin bref. Une lettre de M. Krieger à M. Greg Taucher demandant, il y a un contrat mondial qui va être appliqué, qu'est-ce que vous en pensez? Putain, merde. Je pense que dans 5 minutes, ça ne trouve pas, il va y avoir les mains, Françoise. Voilà, donc je disais, c'est ponctué par des rires. C'est un extrait de Femmes de l'ombre qui date de 1998. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus du côté de la réunion où il n'y a aucun point de vue. On est du côté des assistantes qui se confient à vous, à votre caméra, et qui disent, bon voilà, on fait comme partie des meubles, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est là, et en même temps... On a l'impression que, bon, elles ont une certaine affection quand même. C'est un rapport très ambigu que vous parvenez à saisir dans ce rapport entre patron et assistante. Oui, donc ce film est arrivé juste... Enfin, je l'ai réalisé juste avant dans la peau d'un patron, et c'est après avoir fini celui-là que j'ai eu l'idée de faire donc, du point de vue des patrons. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment... Voilà, la caméra change de point de vue, donc là... Vous ne savez pas, tout à l'heure c'était vous ne savez peu ce que vivent les patrons. Là, c'est vous ne savez pas beaucoup ce que vivent les secrétaires de grands patrons. Donc pendant plusieurs mois, j'étais avec elles et j'ai essayé de rentrer un peu dans leur peau pour voir ce qu'elles vivent et de montrer à quel point les hommes patrons, pris dans leur création, dans leurs difficultés, dans leur travail, oublient
ont tendance à oublier évidemment tout le travail que font leurs assistantes, sans qui ils seraient vraiment beaucoup moins efficaces. Sans lesquels ils seraient beaucoup moins efficaces. Donc c'est juste donner à voir ce qu'on sait peu, et que les patrons et les hommes qui travaillent avec ces femmes réalisent un petit peu mieux, prennent le temps, juste le temps du film, de réaliser parfois des manières de leur parler ou de la manière d'être avec elles qui pourraient être révisées. Mais voilà, c'est comme tout, il y a une histoire de compensation qui fait qu'il y a des moments agaçants, puis il y a des moments qui sont riches pour le couple. Et puis voilà, après c'est un rapport d'intérêt. Je pense que si la femme... si les secrétaires, les assistantes restent avec ces patrons-là, malgré les agacements qui apparaissent dans le film, c'est qu'elles y trouvent leur compte, ou elles n'ont pas le choix de bouger, mais ce n'était pas le cas des femmes que j'ai suivies, ou alors, comme dans un couple, il y a des compensations. Vous avez dit tout à l'heure, Stéphane Moskowitz, que vous suiviez des individus avant tout, des personnes, des personnages qui avaient une problématique qui pouvait vous intéresser, et de voir comment évoluer cette problématique, que même parfois elle pouvait s'affiner, vous apparaître au fur et à mesure du tournage et du montage. Là, par exemple, dans le cas à la fois de l'extrait précédent, dans la peau d'un patron, et là, du côté des assistantes, qu'est-ce qui s'est éclairé ou affiné au fur et à mesure de ces documentaires? C'est une très bonne question. Il faut que je fasse marche arrière, parce que celui-ci date d'il y a 10 ans, l'autre d'il y a 10 ans aussi. Ah, même 10 ans, 20 ans même, je dirais, Femme de l'ombre, 98. Ouais. Alors... Vous voulez qu'on vous laisse le temps de réfléchir et on voulait réagir? Non, de mémoire, parce qu'il y a dans ce film-là, il y a 3 secrétaires. Enfin, il y a les secrétaires là qu'on voit, c'est DDB, une agence de pub. Il y a une secrétaire filmée à la mairie d'ici les Moulineaux, puis il y a une secrétaire d'un patron chez IBM. Et en fait, j'entrelace les histoires au fur et à mesure que le montage avance. Et l'évolution, pour certaines, c'est est-ce que je reste ou pas, et combien de temps je vais encore rester à vivre ce que je vis. Et en fonction des personnages, il y en a qui disent qu'ils vont continuer parce qu'ils sont contents, et puis d'autres qui partent. Voilà. Donc dans ce film-là, c'est ça. Et pour les patrons, pour le patron de Arthur, comme vient de voir, je crois qu'il y a une histoire de son chiffre d'affaires. Je l'ai filmé entre autres pendant la période des fêtes de Noël, et on voit si sa méthode, sa façon de manager fonctionne pour que finalement le chiffre, qui est finalement ce qu'il cherche ce qui est son but principal, hein, que le chiffre soit positif, si sa méthode managériale permet d'avoir un chiffre positif. Et pour Stéphane Trépoz, donc le patron d'AOL, on sent une fragilité, parce qu'à l'époque, il avait misé sur le fait que le haut débit ne serait pas comment dire, la voie à suivre en France. Il privilégiait, vous vous rendez compte ce qu'on dit, il privilégiait le bas débit, il pensait qu'il fallait privilégier le bas débit et qu'il ne fallait pas privilégier le haut débit, et il s'est trompé. Et je pense qu'à la fin du film, de mémoire, on sent qu'il va être viré. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois après le film. Et il s'en est très bien sorti ensuite, parce que maintenant ceux qui connaissent son parcours savent qu'il est à la tête de Sarenza. Et c'est un garçon formidable qui a plein de qualités. Bon, juste il s'est trompé sur ce sujet, mais ça ne l'a pas empêché de faire sa route par la suite, quoi. Moi, ce qui est intéressant, c'est que vous filmez vraiment la manière dont le travail, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire donne un sens ou s'entrelace avec l'existence. C'est-à-dire que les femmes que vous avez suivies, les femmes de l'ombre, c'est le titre de votre documentaire, se demandent si elles vont rester à avoir cette même vie avec ce patron ou ce même rythme-là de travail. Et puis ces grands patrons se demandent s'ils ont fait les bons choix, comme si ça avait... Et ça va d'ailleurs déterminer en partie leur existence. Vous filmez plus des moments de vie que de travail. Disons que, je ne sais pas ce que pensent les personnes de la salle, mais on est quand même 80-70% de son temps au travail. Donc moi, je prône pour que la plupart des gens essaient de trouver un travail dans lequel ils sont bien. Et pour que le travail, je crois que de mémoire, vous me direz si j'ai raison, je crois que le travail, l'étymologie, c'est torture, non? Il n'y a pas un lien entre travail et torture. Donc, c'est un instrument de torture, le tripalium au début est un instrument de torture, effectivement. Voilà. Donc le mot travail, déjà, il est gênant à prononcer pour les gens qui sont passionnés par leur travail. Mais donc, évidemment, c'est banal ce que je dis, qu'il faut se battre pour essayer d'avoir un travail dans lequel on est bien. Bon, c'est un peu évident ce que je dis, mais c'est...
Pas si évident quand on voit les trois quarts des représentations du travail. On a plus l'impression de retrouver le sens originel du travail comme d'une torture où on se demande si on y trouve sa place, on s'en accommode, ou si effectivement il y a quelque chose qui permet de se retrouver. Disons qu'on est dans une société où de plus en plus le droit l'emporte presque sur le devoir, et donc pendant des années c'était un devoir de travailler, donc on assumait la vie de couple comme on assumait son travail, on l'acceptait parce que c'était ainsi. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une société où on a envie d'être heureux, on a envie d'être bien, aussi bien dans sa vie familiale, sentimentale que professionnelle. Donc, on aspire, avec les avantages et les inconvénients que ça peut causer, à être heureux de la nouvelle génération. Et je pense que la nouvelle génération, la génération Y, 80-90% des jeunes, à mon avis, aspirent à ça, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Avoir un travail même moins rémunéré, mais dans lequel ils se sentent bien. Donc, il faut tant mieux. Comme quoi les représentations de travail ont peut-être changé. Pascal Chabot, ces deux extraits des deux points de vue, du côté des patrons, vous avez commenté déjà un petit peu, et puis du côté là de ces femmes qui assistent ces grands patrons, on a là deux points de vue où on pourrait avoir un rapport de domination assez clair entre dominant et dominé, et c'est peut-être pas ce qu'on voit en fait à l'image. Le rapport entre dominant et dominé est quand même, en tout cas du premier regard, et pour ce que j'en ai vu, assez présent. Mais en même temps ambigu sur ce rapport qui est quand même aussi affectif. Il y a effectivement toujours, vous le disiez, quelque chose qui est de l'ordre de la compensation, quelque chose qui est de l'ordre de comment se faire une raison. Mais mes enfants, on entend quand même plusieurs personnes qui disent j'ai dû changer, j'ai dû être non susceptible, je dois être totalement fonctionnel et que tout soit prêt. Dans une réflexion sur le travail, cela montre tout de même que l'univers professionnel est un univers à part dans la société. Nos sociétés sont égalitaristes et démocratiques. L'univers professionnel n'est pas un lieu, et vous le montrez très bien, n'est pas un lieu ni égalitariste, ni démocratique. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est une micro-société à l'intérieur de la société. Et je crois que tous les combats progressistes liés au travail, et personnellement j'assume le côté assez combatif de la philosophie du travail. En tout cas, si la philosophie peut servir à quelque chose, c'est essayer de mieux comprendre certains rapports, y compris des rapports de force, bien sûr, parce que comprendre peut libérer finalement, et je pense que c'est un idéal que d'essayer de pousser vers une certaine libération. Je dis ça parce que quelque chose comme le progrès peut exister. Il n'y a pas de fatalité à ce que les rapports professionnels soient à ce point, en tout cas, marqués par hiérarchisés et marqués tout de même par quelque chose de l'ordre de la violence. Quelqu'un qui dit on passe ses nerfs sur moi, quelqu'un qui, disons, semble en parler comme de quelque chose de normal. En tout cas, là, dans cet extrait, les extraits servent vraiment, si je comprends bien, à réfléchir. J'ai pas vu tout le film. Elle en parle comme quelque chose de normal, comme une fatalité. C'est ainsi. Si on prend du recul, on peut se dire non, ça peut se passer autrement. Et le rapport progressiste au travail est évidemment de se dire qu'est-ce que davantage d'égalité, davantage de démocratie au travail, qu'est-ce qu'une entreprise participative. Il y a quand même toute une série de réflexions qui essayent de créer des modèles du travail et des modèles peut-être de l'activité aussi, où les rapports de subordination ne sont pas aussi marqués, et où peut-être les égos, encore une fois, les égos ne sont pas aussi prononcés, en tout cas que dans les extraits qu'on a vus. Évidemment, c'est de l'ordre du vœu, c'est de l'ordre de l'idéal de la raison, disons, c'est de l'ordre, mais c'est vers là qu'il faudrait aller, et c'est aussi vers là que le droit du travail essaye de faire aller nos sociétés. Et est-ce que les images, dans ce cas-là, selon vous, ont
un pouvoir, à savoir pas seulement rendre compte du réel avec tout ce qu'il a aussi d'ambigu, de beaucoup plus complexe, de beaucoup moins codifié, mais est-ce que les images ont un pouvoir pour changer notre manière d'être aliéné au travail, d'être aliéné à certains modèles de représentation du travail? Est-ce que vous, les images, en ce cas-là, certains, vous parliez d'idéal du travail, ça passe aussi par un changement de représentation, d'imaginaire? Tout à fait, tout à fait. Et des images comme celle-ci, qui n'obéissent pas à tous les codes dominants, mais qui sont des images fortes et très cinématographiques, montrent tout de suite une sorte de miroir de ce qu'est le travail. Et j'ai tout de même l'impression que quelqu'un qui les regarde honnêtement peut se dire là, il y a des lignes rouges qui sont franchies ou pas, ou se voir en train de travailler, et peut-être alors essayer de spéculer sur ce que peuvent être des rapports plus justes et plus égalitaires au travail. En tant que l'image est une construction par les choix que vous avez pris, par le montage aussi, par tout ça, elle est une construction d'un point de vue qui a toujours un effet. En tout cas, dans le film, parce que je connais l'exemple du film sur le burn-out, je le connais bien. Là, on voit que la simple présence de la caméra dans les blocs opératoires a déjà induit des changements, et puis le film lui-même peut en induire d'autres. Il faut l'espérer, en tout cas. Stéphane Moscovitz. Je voulais vous demander si, d'après vous, parce que vous parlez de société égalitaire et que donc le monde du travail est quelque chose d'à part, est-ce que d'après vous, on pourrait quand même comparer une situation donc de rapport de force qui existe dans le travail à ce qui peut exister dans une famille, voire dans un couple? C'est-à-dire, est-ce que finalement tout ça n'est pas une question d'intérêt et de qui est le rapport de force? Parce que même dans un couple, il y a des femmes ou des hommes qui peuvent subir la manipulation de leur conjoint et qui restent malgré tout. Donc on pourrait aussi, de la même manière, si ça avait été filmé, trouver ça injuste, mais si la personne reste, c'est que soit elle s'y retrouve, soit elle n'arrive pas à s'arracher de son quotidien pour sortir de son couple. Est-ce qu'on pourrait comparer, selon vous, c'est une question, hein, je réfléchis avec vous, est-ce qu'on pourrait comparer en fait cet assujettissement qu'on peut avoir quand on est la secrétaire d'un patron que celui qu'on pourrait avoir quand on est la femme d'un homme difficile? Est-ce que c'est comparable? On peut tout à fait les comparer, mais cela ne justifie rien. Ce sont des situations, effectivement, où il y a quelque chose comme une sorte d'analogie d'exercice d'un pouvoir masculin, en l'occurrence sur une femme qui est alors considérée dans ces exemples-là comme inférieure. On peut les comparer, mais c'est, de mon point de vue, aussi critiquable, scandaleux, et en tout cas améliorable. Des couples, il y en a des millions, et il y a des millions de modes d'organisation différents, comme des entreprises aussi. Mais ici, c'est assez révélateur, et j'ai tout de même l'impression, et heureusement qu'on travaille contre ces modèles-là. Vous me dites si je me trompe, mais... En fait, je voudrais faire un film là prochainement, j'espère que j'arriverai à le faire, qui mettrait en parallèle le management et l'éducation. Après un film que j'ai réalisé qui s'appelle Le temps de l'enfant, sur la vie d'enfant filmé en CE2 pendant un an. J'aimerais faire la suite de ce film 20 ans plus tard. Et en fait, en interrogeant les enfants et les enseignants, je réalise que les doléances sont les mêmes que celles dans le travail. Dans le travail, aujourd'hui, les salariés demandent plus de responsabilité, plus d'autonomisation, d'être plus responsable de ce qu'ils font, de pouvoir prendre des initiatives, d'être encouragés. Et d'être reconnus. D'être reconnus, tout à fait, d'être reconnus. Et pareil dans les écoles, et pareil dans les familles. C'est-à-dire que comme si les relations devenaient de plus en plus horizontales, et ça peut s'observer dans toutes les sphères de notre société. Et donc j'ai envie aujourd'hui de faire 20 ans plus tard, après des films qui sont quand même très avancés par rapport à ce qu'on aurait pu faire il y a 50 ans, parce qu'il y a 50 ans ça aurait été pire, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une tendance nouvelle à vouloir bousculer la pyramide, enfin la pyramide du travail avec le patron tout-puissant, et dans les familles, l'homme tout-puissant, le père tout-puissant qui donne sa loi. Et donc ça remet en question la valeur de l'autorité, la question de l'autorité qui est avant tout faire grandir et pas juste avoir le contrôle, et donc trouver la bonne mesure entre la fermeté, le contrôle, et en même temps faire grandir la douceur et l'harmonie. Donc gagner en bien-être
en plaisir au travail et en plaisir de vivre dans la famille et à l'école, et donc en efficacité. Donc j'ai réfléchi à un film là-dessus qui permettrait voilà, d'être un petit peu plus actuel, pas forcément de ce qui se passe dans le plus grand nombre de familles et d'entreprises, mais en tout cas une tendance forte que je vois venir aujourd'hui. Bonne idée. Mais sur l'école, les pédagogies actives ont bien vu les choses, effectivement. Il faut sortir de modèles très hiérarchiques et il faut voir que l'enfant n'est pas uniquement un apprenant de matière. Et c'est par l'autonomie, c'est-à-dire par un exercice conscient de la liberté, que l'on sort des relations de pouvoir pour se connecter au pouvoir qu'on a sur sa propre vie. Je pense que c'est ça, les pédagogies actives. C'est difficile. Il y a des individus à qui ça va mieux, à qui ça va moins bien. Mais encore une fois, c'est un idéal de la raison. C'est certain, me semble-t-il en tout cas. Alors on va avancer, parce que j'ai vu que le temps avançait très vite et je sais que vous devez partir à 20h30 pile. Pascal Chabot. Donc on va voir 2 images à la suite que vous avez choisies. C'est l'image numéro 1, puis on va voir l'image numéro 2. Alors justement, on passe sur peut-être les nouvelles manières d'imaginer, les nouvelles images du travail. Donc l'image numéro 1, vous allez pouvoir nous la décrire, nous dire qui c'est, un petit peu pixelisé. Dites-nous qui c'est, Pascal Chabot. Oui, alors c'est un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford et qui a écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. Qui est quand même un titre génial. Oui, qui est un titre génial et avec un sous-titre Essai sur le sens et la valeur du travail, qui est un philosophe vraiment intéressant, qui a fait un second livre qui s'appelle Contact, toujours à la découverte. C'est un monsieur qu'il est intéressant de lire, qui a toute une réflexion sur le travail aujourd'hui et sur une disqualification souvent indue des métiers de la matière, puisque au sortir de ses études de philosophie, il a travaillé dans une entreprise du web et il s'est adapté. Il s'est adapté à ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de résumer 8 articles scientifiques par jour. Il s'est adapté, non sans dire « oulala, pas je vais devoir beaucoup travailler », parce qu'il voulait bien travailler, mais je vais devoir beaucoup transiger. Et c'est dans cette transaction avec sa conscience qu'il est le plus intéressant, parce qu'il se dit « je vais devoir un peu bâcler ». Résumer 8 articles scientifiques par jour, c'est beaucoup. Je vais devoir aller trop vite. Je vais devoir trahir mon idéal de vérité. Donc pour un philosophe bien constitué, normalement, ça peut se révéler assez violent, mais il s'est adapté. Et nous nous adaptons, évidemment. Les humains s'adaptent très bien. Une fois qu'il a été adapté, je le raconte ainsi, on lui demande de faire 12 articles par jour, et puis 14 articles par jour. Chaque fois, il s'adapte. Mais le métier a de moins en moins de sens, parce qu'il est de plus en plus loin de son idéal de la vérité. Et il pète les plombs, si vous me passez l'expression, à partir de 18 ou 20 articles par jour, parce que tous ces résumés finissent par se ressembler. Et dans sa démarche, il y a un retour au concret, il y a un retour à ce qui ne ment pas. Parce que ce qui, dans l'univers virtuel, l'univers du web, le frustrait, c'est qu'il avait l'impression de poster ces résumés comme si on lançait une bille dans un trou noir, sans que rien n'en ressorte, et ne sachant pas du tout où ils allaient, et sentant aussi que sa hiérarchie était satisfaite si les articles étaient postés sans trop se demander si les articles étaient justes ou n'étaient pas justes. Et il a tout un parcours, alors qu'il le fait de manière très américaine, revenir vers des amours anciennes qui sont les vieilles motos, lesquelles ne mentent pas. La mécanique. La mécanique. Celles parmi vous qui ont lu le fabuleux traité du zen et de l'entretien des motocyclettes de Pirsig, qui est un livre... un des plus beaux livres de philosophie du XXe siècle, à mon sens, voit bien ce que peut être l'apprentissage de la mécanique par un philosophe qui finit par dire « on ne travaille jamais que sur une moto nommée soi-même ».
Évidemment, il y a un rapport à la moto et à la mécanique et au geste, qui est un rapport à son propre zèle, à ce que l'on accepte, à ce qui est un bon bruit de moteur, un mauvais bruit de moteur. Donc c'est quelqu'un qui parle très très bien du travail et qui montre aussi que nos sociétés, me semble-t-il, à nouveau, font fausse route en dévaluant trop les métiers de la matière. Nous nous éloignons beaucoup de la matière. Et les technologies matérialistes, pourtant normalement, nous éloignent aussi de la matière. Ces technologies du numérique sont de plus en plus des néo-spiritualismes. Et on entend des gens qui disent finalement, oh, vous savez, le métier de camionneur n'est pas tellement intéressant, donc on peut robotiser, si un jour c'est possible, robotiser ou autonomiser ces machines-là. C'est faux de dire qu'il n'est pas intéressant. Et il n'y a qu'une vue plus matérialiste, qu'une vue plus nourrie d'expérience qui peut réhabiliter quelque chose comme un rapport avec le concret. Alors voyons justement l'image numéro 2 où on voit ce que vous venez d'évoquer, Pascal Chabot, à savoir le travail sur la matière et puis aussi le geste. C'est une photo de Judith qui est mosaïste et donc qui a été prise par Vinciane. Vous allez donner son nom parce que vous allez sûrement mieux le prononcer que moi. Oui, c'est Vroegstraat, c'est mon épouse en fait qui a pris la photo d'une grande amie qui est mosaïste, dont le grand-père paternel et le grand-père maternel étaient mosaïstes. Et c'est une photo que j'aime beaucoup pour toute une série de raisons, mais dans laquelle on voit le geste, dans laquelle on voit la grandeur du geste, dans laquelle on voit la beauté du geste. Et travailler passe d'abord par le geste, par la gestuelle, par une liberté de la gestuelle, mais pas uniquement par une liberté, par une qualité du geste. Et cette dimension du geste est très très importante dans le travail, que ce soit dans le travail manuel, comme ici, dans l'artisanat, ou que ce soit dans les travaux différents. Il y a une manière de bien faire et une manière de moins bien faire ou de mal faire. Il y a des gars de métier et des gens qui réussissent là où il est parfois difficile de passer. Et finalement, quand on réfléchit sur l'importance de la reconnaissance dans le travail, on dit beaucoup « je ne me sens pas assez reconnu dans mon travail ». Qu'est-ce que cela veut dire et par qui désire-t-on être reconnu? Je ne pense pas qu'on désire être reconnu par quelqu'un qui ne connaît pas notre métier. Être reconnu par je sais pas, quelqu'un qui fait un métier différent, comme quelqu'un qui serait boulanger ou qui ferait n'importe quoi d'autre de loin de notre métier, n'est pas très important. Le jugement de reconnaissance, il est un jugement esthétique. Il est un jugement esthétique de celui qui sait ce que c'est que ici, de casser des tessons de verre ou de poser une pierre ou pour d'autres métiers, de faire ceci ou cela. Ou de bien fabriquer sa moto ou de bien la réparer, quand on parlait de Mathieu Crawford. De faire une bonne émission, en disant « tiens, là, c'est bien fait ». Et c'est un jugement esthétique, le jugement de reconnaissance, qui a ceci d'important, qui soude le collectif. On dit « c'est bien fait » en connaissance de cause. Là, tu as réussi. Et ce sont ces jugements-là qui font que quelque chose comme une coopération s'installe, puisqu'on ne travaille jamais seul. On travaille avec d'autres. Et c'est ce que dit cette photo. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un geste bien fait. Et c'est cela, l'amour du travail. C'est cela, le plaisir du travail. On ne travaille pas pour faire uniquement. Et c'est en cela qu'on n'est pas des machines. On travaille parce que le geste ou la manière qui est la nôtre est une manière qui est impossible à standardiser complètement, où on y met notre être entier. Et c'est cet être-là qui est validé par le jugement de reconnaissance, le jugement esthétique. Merci Pascal Chabot. On va voir un extrait maintenant de votre documentaire SNCF au féminin, qui est le plus récent que vous ayez fait. Pas la peine de vous plonger dans vos souvenirs, cette fois-ci, Stéphane Moscovitz. On voit tout de suite cet extrait numéro 3. On va pouvoir interroger justement cette idée de reconnaissance et de geste, parce qu'on est vraiment sur un moment très concret de travail.
C'est plus dur parce qu'en fait, ils se sentent aussi intouchables et quelque part, il ne peut rien leur arriver. Ouais. Donc, c'est difficile d'emmener les troupes là où on veut les emmener aussi. Hein. C'est aussi pour ça que finalement, on devrait plus se définir comme des coachs, des animatrices d'équipe, que comme des dirigeants. Tu fais ça quand je suis pas là? Tu passes au guichet en chaussettes? Non, parce que d'habitude, j'ai mes baskets. C'est la première fois que j'ai mis mes pointus. Voilà, parce que là... Non, mais tu étais très élégant, je te félicite. C'était très bien aujourd'hui, parfait au niveau de la tenue commerciale. Mais par contre, voilà, parce qu'il faut toujours s'imaginer ce qu'ils peuvent penser en nous voyant comme ça. Merci Walid. Moi d'habitude, j'entends toujours les DPX se faire insulter, mais là, pas encore. C'est vrai ce que je te dis. Mais je te le dirai dès que ça arrive. J'ai l'impression que je suis décalée, en fait. Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression que je trouve pas le... Tu sais, comme quand tu trouves pas le ton juste. Je me dois de rester quand même... de dissocier ce que je peux ressentir émotionnellement, les déceptions que je peux ressentir et le travail à faire, quoi. Je dois déconnecter tout ça. Sinon, je me dis que ça servira à rien d'avoir fait autant de développement personnel. Donc sur l'instant, ça me fait mal. Sur l'instant, je suis déçue. Sur l'instant, j'ai les boules. Mais après j'essaye quand même de revenir, de me raccrocher à ce que je dois faire, à mes missions principales, et le reste de le laisser de côté. Alors voilà, c'était un extrait de SNCF au féminin. Juste avant que vous réagissiez, Stéphane Moscovitz, je laisse juste la parole à Pascal Chabot qui va devoir partir juste après quelques mots que vous allez dire sur cet extrait. Peut-être que c'est une manière de nous quitter, en tout cas sur une autre manière de se questionner, d'être patron, d'être patronne, et de se demander si on trouve le ton juste, si on reconnaît bien les personnes auxquelles on s'adresse, si on est à la bonne place. Est-ce que c'est ça aussi une des métamorphoses possibles du travail qui passe d'ailleurs par l'image là? Oui, je suis désolé, je dois prendre le dernier train pour Bruxelles, en fait, puisqu'il est question de la SNCF. Mais il y a deux choses assez intéressantes, enfin, en tout cas qui m'intéressent dans ceci. C'est d'abord la manière dont chacune est dans une sorte de monologue par rapport à son travail. Il y a toujours, est-ce que, comme elle le dit, je trouve le ton juste, j'y suis pas. On est toujours dans l'inquiétude, avec une volonté de bien faire. Je pense que l'amour du travail est quelque chose de profond. C'est pour ça qu'il y a une vraie violence dans le chômage. Il y a un souci, un désir de faire les choses correctement. Et puis, par rapport aux premières images, on voit très bien le gars qui dit « je suis dans le game ». Je suis dans le game, venez voir. Et là, en sociologie, on connaît bien la différence entre le travail réel, le travail concret, le travail vivant, comme Desjours dit, et le travail prescrit. Et on ne prescrit que des standards. On ne peut prescrire que des standards. On formalise finalement ce qui doit être fait. Mais cette formalisation, elle est toujours abstraite, par définition, puisqu'elle doit s'appliquer à autant des cas particuliers innombrables. Tandis que quand on est dans le concret, quand on est dans le réel, quand on est dans la vérité, le game, et c'est une bonne expression, je trouve qu'il a, on voit des incompatibilités entre ce qui est prescrit et ce qui doit être réalisé. Et la vérité du travail, elle est dans le travail réel, elle est au plus près du travail. Et ça, tout le monde le sait bien. Dès qu'on veut changer quelque chose, il faut aller voir, il faut le faire. Il le dit, il a le culot de le dire, mais faites-le. Faites-le, vous verrez que ce que vous demandez finalement est difficile, est impossible. Et c'est là où les gens qui travaillent inventent et finalement rusent avec ce qu'on leur demande pour atteindre l'objectif, mais en le faisant autrement. Merci beaucoup Pascal Chabot. Bon retour. Merci. Bon retour. Je signale que vos 2 livres sont disponibles au PUF. On a notamment parlé de celui de Global Burnout. Voilà. Et il y a aussi Exister, résister, ce qui dépend de nous, qui est aussi paru. Voilà. Merci beaucoup. Bon retour. Alors Stéphane Moscovitz, expliquez-nous
cet extrait de SNCF au féminin, qui pour le coup est un extrait qui date de 2017, c'est un documentaire qui date de 2017. Là, on n'a plus du tout le même rapport que vous avez pu filmer entre patron et assistante. Déjà, il y a un renversement de genre. Et puis, il y a d'autre part un renversement de relations. Là, les rapports entre les employés et cette patronne n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les documentaires précédents. Donc, le film SNCF au féminin c'est un film de commande, commandé par la SNCF, dont l'objectif est de mettre en évidence, de mettre en valeur les actions du réseau SNCF au féminin. C'est un réseau de femmes, pour celles et ceux qui connaissent qu'un réseau de femmes. Il y a 6 000 membres aujourd'hui, des femmes principalement, mais aussi des hommes. Et l'objectif de ce réseau est de proposer des formations, des ateliers, des conférences aux femmes et aux hommes pour qu'ils gagnent en confiance et qu'ils soient plus performants et plus heureux au travail, en gros. Et donc, le film raconte l'histoire de cette femme que j'ai filmée pendant plusieurs mois et met en évidence donc, les difficultés, les fragilités que ces femmes peuvent ressentir dans leur quotidien et la façon dont le réseau, grâce aux ateliers, peut leur permettre de mieux aborder ces obstacles, ces difficultés. Et donc le fil conducteur du film et le credo du réseau, c'est oser. L'importance d'oser pour les hommes et pour les femmes, et encore plus pour les femmes qui, d'une manière générale, j'ai eu beaucoup de mal, et je n'ai pas fait ça dans le film, de séparer les hommes et les femmes parce que c'est impossible à faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une statistique que tout le monde connaît et que j'ai entendue des dizaines de fois concernant le travail et qui sépare les femmes des hommes, c'est cette difficulté d'oser. La statistique est la suivante: par rapport à un poste donné, un homme qui a 70% des compétences va postuler, alors qu'une femme qui a 120% des compétences ne va pas forcément y aller. Donc évidemment, ce n'est pas valable pour toutes les femmes, mais c'est une tendance assez partagée. Et donc, il est important d'offrir des outils aux femmes et aux hommes, mais un peu plus aux femmes, sur cet important, qui pourront leur permettre d'oser contredire une parole sexiste, oser avoir un management, dans le cas de Géraldine, un management un peu plus ferme, parce que c'est une femme qui a plutôt tendance à être dans l'empathie, dans la générosité, et qui a du mal à s'imposer, on le voit ici. Avec l'employé qui laisse traîner ses baskets, comme un enfant. Donc c'est comment faire ce petit pas en plus dans sa vie, aussi bien pour changer de métier, ce qui est le cas pour certaines femmes du film, pour faire valoir ses compétences, c'est le cas pour d'autres, ou pour trouver les mots pour le dire, c'est valable pour une autre jeune fille que j'ai choisie, qui va oser aller voir son supérieur pour lui dire qu'il ne communique pas assez. Et donc là, dans le cas de Géraldine, j'ai voulu montrer la difficulté pour une femme de trouver cette bonne mesure, ce bon équilibre entre s'affirmer, dire ce qu'on veut, en l'occurrence pressée par sa direction pour avoir ces fameuses coordonnées. On sait tous que maintenant, c'est une donnée précieuse que les entreprises ont, avoir les coordonnées des personnes. Et donc, c'est ça la pression de cette direction. Comment trouver les mots pour le dire aux agents qui sont en face directement avec les consommateurs comme nous et qui n'ont pas forcément envie de les donner. Voilà. Donc, voilà ce que raconte l'extrait, cet équilibre difficile à trouver quand on est patron, quand on dirige, encore plus à la SNCF où elle explique les agents, bon, vous le savez tous, sont quand même fixés dans leur poste pour de nombreuses années, voire pour l'éternité. Comment arriver à s'imposer sans brusquer, sans décourager et sans se mettre à dos finalement les agents qui peuvent prendre le pouvoir sur le patron. Je vais vous poser une dernière question, Stéphane Moscovitz, sur votre travail en fait, de réalisateur, sur votre rapport à votre travail. Vous venez de dire que c'était un film de commande. Comment travaillez-vous quand il s'agit d'un film de commande ou d'un film libre, on va dire, en tout cas d'une initiative libre? Est-ce que vous vous sentez aliéné à l'idée de quelqu'un d'autre quand c'est un film de commande? Et est-ce que vous essayez du coup de dépasser un petit peu peut-être des a priori que vous avez sur cette demande, une autre manière d'apporter un autre éclairage que ce qui était peut-être attendu, de surprendre? Et comment vous travaillez quand il s'agit d'un travail beaucoup plus libre par rapport à ces images du travail? Est-ce que vous voulez au contraire, est-ce que là vous évoluez sans contrainte complètement ou alors vous en imposez beaucoup plus, à l'inverse d'un travail de commande? La seule différence pour moi entre un film de commande et un film de télé, c'est qu'il y a un cahier des charges. C'est que là, quand même, au départ, il y a un client qui paye son film et qui a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments dans le film. En l'occurrence, il fallait raconter quelque chose de ce réseau SNCF, donc j'avais en tête ça quand j'allais chercher mes personnages. Mais ensuite, à aucun moment je me suis senti empêché, ni par le client, ni par moi-même, de montrer ou de critiquer ou
de dénoncer. Mais dans mon tempérament, dans la vie et dans mes films, je ne laisserai jamais un sujet... ça ne m'intéresse pas trop en fait, d'envoyer des patates chaudes et puis de raconter la misère du monde sans que ça soit constructif. Donc j'essaie toujours, par mes séquences, pas par ma voix, ni par des spécialistes, mais de faire en sorte que, malgré la difficulté, comment on la contourne, comment on fait. Je crois assez peu à la malveillance et je pense qu'on a beaucoup, tellement beaucoup de cas, la majorité des cas de la vie, chacun a ses raisons. Donc j'essaye, moi, dans mon film, de rassembler un certain nombre d'éléments, de séquences, d'images qui permettent au spectateur de mieux comprendre et au personnage que je suis d'évoluer pour qu'à la fin, le film soit à la fois critique et à la fois constructif. C'est un peu ce que j'essaye de faire. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye de faire avec mes enfants ou avec mes amis. Ce fameux parallèle entre le travail, la famille et... Une façon d'être aux choses, quoi. Une façon d'être aux choses, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il n'y a pas un criminel et une victime. Il y a une personne qui a commis un crime et une personne qui a... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis définitif à avoir. C'est des actions qui sont critiquables ou pas, mais ce n'est pas l'être entier qui est à remettre en question. Donc, c'est en ça que, finalement, même si le film éclabousse quelques personnages dans le film, tout le monde a accepté que le film sorte parce qu'ils l'ont senti juste, honnête et utile. Merci beaucoup Stéphane Moscovitz, merci d'être venu décrypter avec nous ces images du travail sans jugement, j'espère, sur les personnes que vous avez filmées. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Stéphane Moscovitz sur son travail, sur les documentaires qu'il a pu réaliser Bonsoir. Bonsoir. Le sujet du travail est très vaste. J'ai trouvé intéressant que vous commencez par les temps modernes de Charlie Chaplin. Et il est toujours, pour beaucoup de gens actuellement, pris quand même pour une aliénation, pour certains. Et puis, c'est aussi un moyen de vivre. Et si les gens pouvaient vivre sans travailler, je suis sûr qu'il y en a qui le feraient, même si, effectivement, ça prend une grande place dans la vie des gens. Alors, pour moi, pour connaître le travail, ça serait pour moi... faire ce que faisait Günther Wallraff, c'est-à-dire se faire embaucher quelque part et puis voir ce que c'est que le travail. Parce que quand vous êtes à filmer à la SNCF ou ailleurs, malgré tout, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, même si vous voyez quand même au quotidien le travail des gens. Et donc, pour moi, ce qu'on va montrer au niveau du travail, ce ne sera jamais à 100% ce que vivent les gens. Ce qui est la vie du travail. Et puis en plus... Les documentaires qu'on peut voir sur le travail, c'est forcément limité à 1h30, par exemple, ce qui fait qu'on ne peut pas voir complètement ce que c'est que le travail. Et j'écoutais monsieur qui disait que le droit du travail s'adapte à la réalité. Je pense qu'actuellement, quand on entend que... Il devrait s'adapter. Quand on voit que les gens entendent qu'on va les rendre de plus en plus flexibles et qu'à côté, il n'y a pas des droits qui viennent avec, je ne suis pas sûr qu'ils sentent que le droit du travail s'adapte aux réalités. Voilà quelques réflections que j'avais, parce que c'est un sujet très très vaste. Oui, on aurait pu représenter tout un ensemble d'emplois, différentes manières, poser d'autres questions. Vous avez raison. C'est très vaste. Et puis, monsieur dit... qu'effectivement, il faut essayer d'être bien avec le travail, mais il y a quand même une réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et puis aujourd'hui, avec l'informatique qui est partout, je ne suis pas sûr qu'on va avoir encore plus d'emplois, même si on écoute les politiques. À chaque fois, ils sont toujours dans le plein emploi. Hein. Je ne sais pas, vous voyez des vieux documentaires des années 70, il était dans le plein emploi. Aujourd'hui, on est toujours dans le plein emploi, et on ne sait pas dans quelle planète ils vivent. Hein. Voilà, c'était quelques réflexions que j'avais. Mais merci beaucoup Stéphane Moscovitz, vous voulez rebondir voilà. Merci beaucoup. Alors du coup on quitte la salle. Si vous avez des questions à poser à Stéphane Moscovitz, voilà, vous êtes là.